Alors, on a quelques petites questions pour Jamila, mais toute personne qui souhaite intervenir est bien sûr la bienvenue. C'est vraiment l'esprit de cette alliance. Alors, une première question, même si voilà, vous y avez déjà répondu, Jamila. Donc, pourquoi est-il essentiel, selon vous, d'opérer un changement de modèle spécifiquement dans l'aménagement? Euh, pour, pour répondre, c'est, enfin, l'enjeu, effectivement, c'est vrai que j'y ai répondu pendant la présentation, c'est qu'à l'échelle de l'aménagement, finalement, on a des impacts majeurs au niveau des territoires, qu'on consomme énormément de ressources, qu'on a un impact. Finalement, quand on est à l'échelle de l'aménagement, on est à l'échelle des territoires, et quand on est à l'échelle des territoires, on est sur les impacts des habitants. Et c'est là où finalement, c'est à cette échelle-là où on peut, je pense, opérer le plus grand changement et générer des impacts positifs et répondre finalement à de nombreux défis qu'on a aujourd'hui. C'est un biais qui est majeur selon moi. Mhm. Donc, si quelqu'un souhaite intervenir, bien sûr, je vous en prie. Alors, une seconde question, plus concrètement, quel serait le rôle de l'aménageur dans ce processus circulaire? En fait, au niveau de l'aménagement, on est à une échelle, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel. Donc, on est à la phase où on commence à définir notre besoin en vue de définir le programme pour les utilisateurs. Et finalement, c'est peut-être un bon levier pour tout ce qui sera caractérisation, traçabilité, tout ce qui va être management finalement des ressources. Je pense que à cette échelle-là où on peut avoir une vision la plus amont et aval possible pour essayer de refermer la boucle. Mhm. Oui, bien sûr. Par rapport au projet Janus spécifiquement, comment il a intégré du coup ces différents concepts d'économie circulaire? Alors, le projet Janus, il a l'ambition d'intervenir en fait à tous les niveaux du process de fabrication de la ville ou de l'aménagement, puisqu'en fait, on a au niveau des territoires, on a ce qu'on appelle la planification stratégique. Donc là, on est sur les grands documents d'orientation. Et donc, avec les outils d'aide à la décision, en donnant des informations sur les ressources du territoire, on peut orienter la décision sur la planification au niveau des fonctions urbaines en disant attention, cette fonction urbaine, au regard des usages, au regard des évolutions. Donc, il faut quand même avoir une vision un peu prospective, se dire attention, ce secteur-là peut connaître une fin de cycle d'usage. Donc, il faut être attentif sur les ressources de ce secteur-là pour pouvoir potentiellement les réutiliser parce que tout ça s'organise. Là, on est à l'échelle de la planification et c'est les fameux outils d'aide à la décision que j'avais identifiés tout à l'heure. D'autant plus, j'expliquais que si on avait de la visibilité à 10 ans, 15 ans sur la disponibilité de matières issues de notre programme de renouvellement urbain et des déconstructions qu'on va organiser, ça peut permettre aux filières économiques de s'organiser. Donc là, on est sur la stratégie. Mais c'est aussi à l'échelle opérationnelle. Donc là, on parlait des outils, il y a l'outil MyOpsicléa. Et l'idée, en fait, c'est de se dire à l'échelle d'un bâtiment, il faut qu'on ait sur le temps long les informations, donc la caractérisation et quantitative et qualitative des matières du bâtiment, mais ça pourrait être le cas aussi pour une voirie, ça pourrait être le cas pour des réseaux, on peut l'extrapoler à l'échelle des projets d'aménagement, mais d'avoir une connaissance en fait de toutes ces ressources et à chaque fois qu'on intervient dans une opération de renouvellement urbain, parce qu'on aura stocké ces informations, parce qu'on y aura accès, et on sera en capacité de les réutiliser. Mhm. Et du coup, quels seraient les changements majeurs selon vous dans ce type de projet versus le projet classique? Il y a deux niveaux majeurs. Il y a, le premier niveau, c'est au niveau de la stratégie. Quand on est en amont, en phase de conception, si on est à l'échelle d'une opération d'aménagement, l'enjeu, c'est de ne plus chercher à éviter, réduire, compenser des impacts négatifs, mais bien de chercher à identifier les ressources qu'on a à disposition en vue de préserver, valoriser. Donc, en fait, on ne se pose pas les mêmes questions, donc on a d'autres réponses. Et au niveau opérationnel, c'est développer les outils techniques
qui nous permettent d'avoir cette traçabilité. Changement majeur, en fait, cette traçabilité, ces informations dans l'aménagement, on l'a au niveau du foncier. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui fait une extension, quand vous avez un projet, il y a une démolition, il y a une construction, on a une traçabilité avec les permis de construire, avec les permis de démolir, avec les déclarations. Et derrière, il y a toute une mécanique fiscale qui se met en place. Et on a une traçabilité finalement du suivi du foncier. Et l'idée, c'est d'avoir un peu cette même lecture, mais au niveau des matériaux. Quand on arrive à une phase de démolition, quelle est la quantité de matière? Est-ce que cette quantité de matière va valoriser sur le territoire ou est-ce qu'elle va être valorisée ailleurs? Il peut y avoir finalement une analyse des flux. Et donc, ça va être surtout des outils technologiques qui vont nous permettre d'engager les changements pour passer à un modèle circulaire. Et du coup, par rapport aux freins que vous avez pu identifier dans tout ce projet? Dans les freins identifiés, il y a la fameuse résistance au changement ou l'inertie ou sortir de la zone de confort. Il faut faire autrement, il faut se remettre en question. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un travail avec la chaire de la transition avec l'Université catholique de Lille. Au niveau des freins, c'est effectivement hyper complexe parce que ça brasse énormément d'acteurs et donc c'est autant d'acteurs qui doivent continuer à travailler ensemble mais autrement. Et puis il y a au niveau de la réglementation parce que la séquence ERC c'est dans la réglementation et du coup elle prend appui sur un paradigme qui est générateur d'externalités négatives. Donc il y a aussi cet enjeu à faire évoluer les réglementations. Mmh. Et du coup, vous avez déjà répondu à cette question, mais quelles pourraient être les façons, les manières d'inciter les différentes parties prenantes pour tendre vers ce nouveau modèle? Parmi les solutions, de toute façon, ce qui revient de façon récurrente, c'est la rentabilité économique. Donc là, l'enjeu, ça va être vraiment, selon les interlocuteurs, mais si on s'adresse à des opérateurs privés, on est sur un enjeu de rentabilité et il y a peut-être des modèles économiques à trouver puisque effectivement, dès qu'on parle aménagement circulaire ou cyclique, on est sur du temps long et les rentabilités sont sur les temps longs. Or, on est sur des modèles qui appellent à une rentabilité à court terme. Donc, il va falloir aussi innover sur ces aspects-là et être crédible pour expliquer en quoi le fait d'avoir la connaissance de son stock de ressources et la capacité à la réutiliser, comment on crée des modèles qui nous permettent de trouver cette rentabilité malgré tout sur le court terme et qui préservent la ressource sur le temps long. Ensuite, il y a effectivement le fait de la création d'écosystèmes. Finalement, c'est trouver les solutions ensemble qui permet aussi aux opérateurs de travailler ensemble et inciter vers le modèle circulaire. Super, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, on a un petit peu dépassé du coup l'heure du webinaire, l'heure de fin du webinaire, mais juste pour faire un gros résumé de tout ce qui a été échangé, voilà, je pense qu'il y a plein de bénéfices qui ont pu être identifiés. Bien sûr, le fait de préserver le foncier en caractérisant les matériaux et en établissant des nouveaux cycles en fait pour revaloriser les produits issus de déconstruction de bâtiments et également pouvoir aussi développer l'économie locale d'un territoire. Alors, je ne sais pas si certaines personnes ont des questions. Alors, je vois déjà une première question pour vous, Jamila. Donc, je suppose que le PLU intercommunal Habitat et Déplacement de la MEL a prévu cette nouvelle démarche d'aménagement. Depuis quand les élus métropolitains sont-ils engagés dans cette politique? Alors, pour répondre, ce n'est pas intégré dans le PLU, parce que en fait, le projet Janus, il a 1 an et demi et on vient d'approuver notre nouveau PLU qui avait été engagé beaucoup plus tôt. Et en fait, on est quand même dans une démarche innovante. Et l'idée, c'est quand même ces solutions, c'est de les tester et de vérifier si effectivement ça fonctionne et être crédible ensuite pour les déployer sur d'autres territoires, sur les documents stratégiques. Et pour l'instant, on est dans une démarche d'innovation. Ce n'est pas encore intégré dans nos documents.
Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les participants. Vous pouvez toujours les écrire dans la conversation. Il y a des messages sympas. Voilà. Eh bien, merci à tous les participants. Merci beaucoup également à vous, Jamila, pour cette intervention. Alors, pour ceux d'entre vous qui souhaitent eh bien, rejoindre l'Alliance, vous pouvez toujours nous écrire sur le site de Psychléa. Et ce sera l'occasion d'échanger, comme je l'ai précisé au début du webinaire, sur vos différentes expériences et pratiques autour des sujets de l'économie circulaire. Et ce webinaire a été enregistré, donc vous pouvez aussi le retrouver sur le site de Psychléa. Voilà, et bien merci à tous et bonne fin de journée et bon confinement. Merci, au Au revoir. revoir.